population sur les signes de la maladie et sur vraiment tout ce qui est voies et moyens de prévention et de prise en charge adéquate contre cette tuberculose, vraiment que nous voulons éliminer, tel que c'est stipulé par l'Organisation mondiale de la santé en 2035. Le programme national de lutte contre la tuberculose adhère à la carte de fidélité Sunu Moomel de la RTS. seeni xéewal ci seen télévision nationale ay bànneex rekk la. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS, le journal, voici les titres. Approvisionnement du marché en oignons, premier débarquement de 7000 tonnes ce matin au port autonome de Dakar. 8000 autres sont attendus les prochains jours. Magal 2023, le directeur général de la RTS à Touba, Racine Talla, assure de la bonne couverture de l'événement par la RTS. La radio-télévision sénégalaise va mettre à la disposition des autres chaînes un signal sans logo. Cordonniers, migrants de retour et aujourd'hui fournisseurs de chaussures pour hommes et femmes. Chermbaou montre la voie à suivre après un séjour de 9 ans à l'étranger. Il revit bien dans son Kaolack natal. Son histoire nous est contée dans ce journal. De jeunes charpentiers qui gagnent leur pain à la sueur de leur front sur la langue de Barbarie à Saint-Louis. De jeunes habiles, endurants et engagés, prêts à confectionner des pirogues de plus de 12 mètres. À la découverte de ce métier passionnant mais très éreintant. Bienvenue à tous. Approvisionnement du marché en oignons. 7000 tonnes en provenance de la Hollande sont arrivées au port autonome de Dakar. Dans la nuit de vendredi à samedi, 8000 autres tonnes sont attendues le 21 août prochain, ce qui va permettre un ravitaillement correct du marché avant le Grand Magal de Touba, Mamadou Sakine. À bord de ce gros navire dénommé Baltic Spirit, des milliers de tonnes d'oignons en provenance de la Hollande. Manutentionnaires et dockers sont à pied d'œuvre. Il faut aller vite, le besoin est pressant. Nous entamons la campagne d'importation de l'oignon et sous ce rapport, nous avons pris toutes les dispositions depuis 3 semaines afin de respecter la planification de l'accostage des navires portant des cargaisons conventionnelles portant sur des produits de consommation de première nécessité, notamment le riz, l'huile, le blé, le sucre et l'oignon parce qu'on est en campagne. Tout navire, désormais, qui aura annoncé sa date d'arrivée, à 5 jours de l'arrivée, on aura un quai qui est planifié pour l'accostage. C'est le cas. Aucun navire n'est aujourd'hui en rade pour des déficits de linéaire de quai. Ce navire est arrivé hier, à 20h45, à 21h déjà, il était à quai. On a à peu près 6250 palettes à bord. Donc une palette fait 1 tonne 250 et la provenance c'est des Pays-Bas, donc Flushing. Pour les 6250 palettes, nous avons environ 3 à maximum 4 jours de débarquement. La semaine prochaine, le 21, il y a aussi l'arrivée attendue d'un autre bateau qui contiendrait à son bord le même tonnage. Donc nous pensons qu'avec ces 2 bateaux estimés à 14 500 tonnes, nous pouvons aujourd'hui espérer que vraiment les prix reviennent à leur niveau normal. C'est tout le souhait des consommateurs dans un contexte où le sac d'oignons coûte 25 000 francs CFA, le kilo à 1200 francs. Avec l'arrivée de ce bateau, les prix devraient connaître une baisse. Pour l'oignon importé, il faut d'abord prendre en charge toutes les charges. D'abord le prix. Au niveau de la Hollande, aujourd'hui, c'est à peu près 20 €. Rapporté au CFA, c'est 13 120. Avec les charges portuaires et les charges liées au transport, le prix de l'oignon, notamment pour le sac de 25 kg, ne devrait pas dépasser 16 000 francs. Il y a aussi, ça c'est pour les grossistes, pour les demi-grossistes aussi, il y a une marge qui est appliquée jusqu'au niveau des détaillants. Donc, de façon globale, jusqu'au niveau des détails, le sac de 25 kg ne devrait pas dépasser 17 000 francs. Pour la réussite de cette opération et c'est l'avenir, le port autonome de Dakar a engagé les moyens techniques et humains nécessaires.
nous avons réquisitionné pour cette campagne le quai 31, le quai 32 et le quai 14 pour absorber tout ce qui viendra en oignon. Il n'y aura pas de retard, le flux sera absolument fluide et nous gérerons ces problématiques-là. C'est l'ensemble des acteurs, la capitainerie, les pilotes du port, les manutentionnaires, les consignataires et les dockers, ensemble qui opèrent ce type d'intelligence. Ces stocks disponibles seront convoyés dans les meilleurs délais, dans les zones de consommation prioritaires. Le Sénégal vit une période de tension due à la fin de la commercialisation de l'oignon local. Le port autonome de Dakar va absorber tout le flux d'oignons attendu dans les prochains jours, assure Moutagassi. Le directeur général du port autonome de Dakar salue l'agilité avec laquelle la cargaison a été justement débarquée pour décharger le produit. Et tout cela pour répondre aux préoccupations des ménages. Istamco, le manutentionnaire, parce que la clé de la cadence de manutention porte sur les performances du manutentionnaire. Istamco a investi sur des chariots élévateurs, engins destinés aux opérations portuaires qui opèrent pour 3 tonnes avec énormément d'agilité dans des espaces serrés et confinés. C'est ça qui justifie la cadence aujourd'hui. Et nous sommes sur une perspective de décharger le navire complètement lundi au plus tôt et mardi au plus tard. C'est une excellente performance parce que de par le passé, c'était 10 jours pour décharger ce type de navire. À bord, il y a une cargaison de 7000 tonnes d'oignons, avec des opérations de prédisposition parce que le navire ne porte pas que de l'oignon. Il y a des conteneurs reefers. Et c'est ça qui justifie des engins adaptés pour les opérations. Dans la perspective à venir, nous attendons le 21 août prochain un autre navire, Ivar Reefer, qui porterait 8000 tonnes, en plus de ce navire-là. Auparavant, donc les semaines dernières, à peu près 2000 à 3000 tonnes ont été déchargées à travers des conteneurs au niveau du terminal du Deepwood. Nous préparons la campagne d'importation de l'oignon. Nous continuons à accompagner l'économie du pays. Et aussi, nous avons en perspective, comme je l'ai indiqué dans les différents développements, nous avons géré le passage de la Korité, nous avons géré le passage de la Tabaski et nous avons donc en ligne de mire le Magal de Touba qui porte sur ces besoins-là. Le ministère du Commerce prendra toutes les dispositions afin d'organiser un aiguillage et un ordonnancement intelligent afin que ces stocks disponibles puissent être orientés dans les zones de consommation qui portent les priorités du pays. Je pense que l'opération de ce matin doit débrider les esprits, rassurer l'opinion que l'économie du pays qui fonctionne en cadence rythmée avec l'activité du port autonome de Dakar, nous sommes prêts à opérer comme il le faut en tenant largement la comparaison avec ce qui se fait de mieux ailleurs pour pouvoir porter le port. L'eau, l'électricité et les réseaux de communication seront bientôt disponibles pour le projet du nouveau port de Ndayane. Le port autonome de Dakar, qui pilote ce projet de grande envergure, a convié ses partenaires techniques, Sénélec, Sonatel et Sen'Eau, à une réunion de coordination sur les opérations de raccordement. Maman Sagnan avec Lamine Fall. Les plus grands projets de construction font appel à un concasseur et celui du port multifonction de Ndayane n'échappe pas à la règle. Le concasseur, cette machine de broyage et de démolition de bâtiments, balise l'espace devant abriter ce méga projet. Objectif, permettre aux partenaires techniques du port de dérouler leur feuille de route. On est entre deux grandes localités, Toubab Dialaw et Ndayane. Et entre ces deux grandes localités, nous avons un réseau d'eau qui traverse le site. Et nous avons les fils de haute tension de la Sénélec aussi qui traversent le site. Et il y a le réseau Sonatel qui n'était pas loin, qui était à quasiment 300 mètres. Et donc, du coup, ça favorise les points de connexion. L'ensemble des points de connexion ont été identifiés avec les concessionnaires. Et ces points, à partir de la semaine prochaine, les connexions vont démarrer pour pouvoir permettre au chantier de monter en puissance. La montée en puissance des travaux du port de Ndayane se fait graduellement. Les concessionnaires de réseaux que sont la Sénélec, la Sonatel et la Sen'Eau ont donné leur accord pour les travaux de raccordement. Nous avons une zone de 1200 hectares à exploiter. Et dans ces 1200 hectares, nous pensons à mailler l'ensemble des 1200 hectares. Donc la Sénélec est en train de prendre ses dispositions. La Sen'Eau et la SONES vont prendre leurs dispositions. Pour la Sonatel aussi, c'est OK. Sur le terrain, les mutations sont en cours, notamment sur la phase prioritaire du projet.
À la libération des empris, vous avez vu vous-même par rapport aux images que ça a avancé. À partir de la ligne de côte, on commence vraiment à voir l'horizon. Sur la première phase, il ne nous reste que quelques maisons dont les paiements sont en cours. Et une fois que ces paiements sont faits, je pense qu'il n'y a plus d'obstacles. Et jusque-là, si vous avez bien regardé aussi, il n'y a quasiment plus d'obstacles pour que le terminal à conteneurs, avec ses démembrements, puisse démarrer. Un projet d'intérêt national prend forme à Ndayane et le port autonome de Dakar y travaille d'arrache-pied avec toutes les parties prenantes. Le ministère du Développement communautaire, de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale poursuit sa tournée nationale pour le lancement du programme de résilience agricole. Après Podor et Matam, la délégation est à Tambacounda pour lancer officiellement la troisième phase de cet important programme de l'État du Sénégal. Tidiane Cissé. C'est la troisième phase du programme de résilience agricole mis en place par l'État du Sénégal en 2018. L'objectif de ce programme est d'aider les ménages démunis à accéder aux intrants agricoles subventionnés pour renforcer leur capacité à faire face aux obstacles. Après avoir organisé les CRD au courant du mois de mai 2023 dans les régions concernées et en présence de tous les acteurs impliqués pour l'information et la sensibilisation sur ce projet, nous entamons aujourd'hui les versements des transferts monétaires. Cette étape qui nous réunit ici concerne les ménages bénéficiaires résidant dans les départements de Tambacounda, de Bakel et de Koupentoum qui ont été sélectionnés pour participer à ce programme. Pour ces 3 départements bénéficiaires de ce programme de résilience agricole à Tambacounda, ce sont 8 774 ménages qui sont ciblés pour un coût global d'1,7 milliard de francs CFA. Cette enveloppe est répartie ainsi qu'il suit. Le département de Tambacounda reçoit 727 200 000 francs CFA. Le département de Bakel bénéficie de 143 800 000 francs CFA et le département de Koupentoum 883 800 000 francs CFA. Nous sommes très contents aujourd'hui qu'Allah veille sur notre gouvernement. Nous avons vu les fruits de la politique sociale du président de la République Macky Sall. Quand vous étiez là l'année passée, vous m'aviez trouvé en train de construire ma boutique. Maintenant, je vais pouvoir la charger avec cet argent. À côté, j'élève des moutons et des poussins. Donc, moi, je connais l'importance de ces bourses. Pour cette troisième phase, l'objectif des autorités est d'atteindre 30 000 ménages dans les régions de Tambacounda, Saint-Louis, Matam, Louga, Kédougou et Sédhiou. Le directeur général de la RTS était hier à Touba. Racine Talla a rencontré le porte-parole du Khalif, Serigne Bass Abdourahmane Mbacké, et les membres du comité d'organisation pour échanger sur les différentes mesures à prendre afin d'assurer une bonne couverture de l'événement. La RTS va mettre à la disposition des autres chaînes de télévision un signal sans logo lors de la cérémonie officielle. Dame Silla. Comme à la veille de chaque Magal, cette année, le directeur général de la RTS n'a pas dérogé à la règle. Accompagné d'une forte délégation, Racine Talla a rencontré des membres du comité d'organisation du Grand Magal, particulièrement ceux en charge de la communication. L'objectif est de voir ensemble comment peaufiner les stratégies pour une excellente couverture médiatique de l'événement. Pour l'édition 2023, de grandes innovations sont attendues, notamment sur la retransmission. La première, c'est vraiment la mise à disposition d'un signal clean, d'un signal sans logo à toutes les chaînes qui désirent ou qui désireraient retransmettre la cérémonie officielle. Et cela va aider à une meilleure qualité de signal. Cela va aider aussi à une meilleure couverture en vérité. Et je pense qu'entre confrères, entre professionnels des médias, nous allons trouver les moyens de coordonner nos actions pour qu'on puisse mener adéquatement le travail de couverture de cet important événement qui draine des millions et des millions de personnes. L'autre innovation porte sur les sujets de reportage sur le Grand Magal.
Pour la 129e édition, la RTS promet de faire une revue exhaustive sur le mouridisme. Toutes les dimensions de la confrérie seront revisitées au grand bonheur des auditeurs, téléspectateurs et internautes de la RTS. Cette année, on a articulé le programme de Pré-Magal sur des thématiques de reportage extrêmement importantes. Parce que Touba est une ville qui doit disposer de tous les attributs d'une ville. Et on va parler de questions extrêmement importantes liées à la croissance démographique, liées aux besoins en assainissement, aux besoins en eau, liées aussi au schéma de planification que l'État du Sénégal a mis en place. Parce que quand même, il faut le reconnaître, il y a d'énormes efforts qui ont été consentis. Mais il faut que ce soit des efforts coordonnés, des efforts aussi planifiés pour que Touba soit désormais perçu comme une ville en croissance, comme un pôle démographique extrêmement important, un pôle économique aussi extrêmement important. Le Grand Magal de Touba draine chaque année des millions de fidèles, une situation qui a un fort impact économique. C'est un moment économique important. Et quand on le dit, on va penser que c'est Touba qui injecte 150 milliards de CFA dans l'économie, mais c'est le flux, c'est les échanges. Peut-être c'est une part qui va aux impôts et taxes, mais ça permet aux populations de commercer, de vendre, d'acheter, etc., de se payer même du loisir, parce qu'il y en a qui considèrent le Magal comme un tourisme religieux. Et toutes ces facettes, Inch'Allah, nous allons les faire ressortir à travers les programmes de radio, à travers des programmes de télé, mais aussi avec toutes nos plateformes digitales. Depuis son installation à la tête de la RTS, aucun manquement n'a été noté sur la couverture médiatique du Grand Magal de Touba. Ces témoignages de la cellule de communication sont confirmés par le président du comité d'organisation, Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké. RTS ni nga ko waxee réew mi bokk bokk kon loo ngay jéego yi nga defaat ngir wane ne ñëpp ko bokk loolu jéego yu am solo la. La RTS, comme vous le dites, a un rôle de service public et on n'en disconvient pas. En tout cas, nous vous remercions très sincèrement. Nous magnifions le travail que vous abattez depuis que vous êtes à la tête de la boîte. Chaque année, vous prenez tous les dispositifs qui sont à la dimension de l'événement. Avant de quitter Touba, le directeur général de la RTS et sa délégation se sont rendus à la grande mosquée pour la prière du vendredi. Racine Talla a rencontré ensuite l'imam et d'autres dignitaires religieux. Il a aussi visité les installations audiovisuelles de Moukhaddamatoul Khidma et a promis de les accompagner sur le plan technique et matériel. Toujours dans la grande mosquée, le directeur général de la RTS s'est rendu dans le mausolée de Cheikh Ahmadou Bamba pour se recueillir et faire des prières. Dernière étape de cette visite, la remise de 3600 bouteilles d'eau et de 1000 sachets pour chaussures au comité d'organisation. Racine Talla a aussi remis à Serigne Bassirou Abdou Khadre Mbacké la carte de fidélité de RTS Sunu Momel avant de recueillir les prières du guide religieux. Pas très loin de Touba Diourbel, en cette période de vacances, plusieurs enfants consacrent leur temps à apprendre le Coran. Au Dara Ruhu Koki, ils sont près d'un millier à être pris en charge. Une bonne manière de s'occuper et de renforcer leurs connaissances. C'est un reportage de Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. La ville de Diourbel, au cœur du Baol, est également une cité du savoir. Même en période de vacances, les enfants sont toujours occupés avec l'apprentissage du Coran. Ici, c'est le Dara Ruhu Koki, un prolongement du mythique Dara de Koki dans la région de Louga. L'établissement englobe une présence énorme, près d'1 millier d'enfants répartis entre différents horaires et ceux qui sont internés. Mamadou, Oulimata et Aboubakar sont là depuis 1 mois. Ils viennent de France, de Pantin en région parisienne. Chaque matin, leur maître coranique veille sur leur mémorisation. Oulimata a très vite mémorisé le Coran, à l'image de ses amis pensionnaires. On est venu en vacances pour voir notre famille, apprendre la culture de ma mère. Parce qu'on n'est jamais venu au Sénégal, c'est la première fois qu'on vient. Et on est venu pour apprendre le Coran pendant 2 mois. Après, on va retourner en France et on espère bien revenir l'année prochaine pour continuer d'apprendre le Coran. Je viens tous les matins à 9h.
je commence à réviser la sourate que après je vais réciter au cher. Et je suis à sourate Barak dans la sourate Al-Mulk. J'ai commencé dans Al-Mursalat quand j'étais ici. Après, je suis partie direct à sourate Al-Mulk. C'est bien, ça change de la France. C'est mieux. J'apprends bien et ça fait du bien. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في الخلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور. Le Dara Rukukoki comporte également un volet important d'éducation de ses différents pensionnaires résidents comme vacanciers. Mamadou, le frère de Olimata, découvre un autre monde avec tous ses bienfaits. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bi nafsil lawwamah. Cette expérience, ça a été nouveau pour moi. J'imaginais pas que j'allais proche de Dieu comme ça. Parce que quand j'étais en France, je faisais trop de bêtises et là, ça m'a fait changer. Grâce à Oustaz d'ailleurs. Ça m'a apporté beaucoup, vraiment. Parce qu'il y a les enfants ici, ils n'ont pas tout. Et ça m'a permis, moi, d'ouvrir les yeux et de voir qu'on ne peut pas tout avoir. Et il faut être satisfait de ce qu'on a. J'ai toujours voulu plus, alors qu'ici, avec les autres enfants, ils me racontent parfois ce qu'ils ont dans le cœur. Ça fait beaucoup de peine, en fait. Je vais continuer chaque année parce que quand ma mère elle me disait qu'on allait venir au Sénégal, en vrai, au début, j'étais dégoûté parce qu'elle me disait qu'on allait apprendre le Coran et tout ça. Sauf que grâce aux méthodes de Oustaz et la lecture avec tous les autres, ça nous motive davantage à faire plus. Du coup, chaque année, je suis prêt à venir ici pour apprendre le Coran. Pour le maître coranique Serigne Cheikh Gueye, en période de vacances, il est primordial de privilégier l'occupation de ses enfants pour une bonne mémorisation du Saint-Coran. Yàlla dafa def daara ji ñu ngi ko sos 89 la am ñu jàngee woon Kokki ba noppi jógee fa ñëw fii ci Njaareem. Le Dara Rukukoki existe depuis 1989. Nous avons près de 1000 apprenants qui viennent de partout du Sénégal, mais aussi de la Gambie, Mauritanie, du Mali, Guinée et Sierra Leone même. Nous avons plus de 7 classes avec une bonne organisation des différents niveaux. Pour leur prise en charge aussi, nous faisons le maximum avec l'appui des bonnes volontés qui nous accompagnent dans leur alimentation. Tous les parents peuvent amener leurs enfants ici. Ils seront bien pris en charge. Gis nga lii nga gis mu nekk fi lépp ay bonne volonté ñoo ko fi def rawatina ñi nga xam ne dañoo génne ci daara ji ressortissants yi nga xam ne ci daara ji lañ jàngee génn. Il en est ainsi donc tous les jours du matin au soir ici au Dara Rukukoki, un havre de paix pour ces potages qui viennent de partout du Sénégal et de l'étranger, ce qui contribue à rehausser même l'image de la ville de Diourbel, dont le fondement et le pilier principal demeure la quête du savoir. Et puis sur les bords de l'océan Atlantique, pas loin du Grand Bleu, les habitants du lac Rose appellent de tous leurs vœux le retour du rallye Paris-Dakar. Cette compétition qui regroupe plusieurs amateurs et professionnels de courses auto-moto était très attendue par les hôteliers, les vendeurs d'objets et les concessionnaires depuis 2007. Aucun remplissement sur les terres de Niague où se trouve ce plan d'eau. Entre souvenirs et nostalgie, les populations ne savent plus à quel horizon se fier. Mariem Biramba. Une grande aventure a commencé ce matin pour 176 pilotes d'auto et de moto qui ont quitté Paris pour Dakar. Ce chroniqueur d'une chaîne de télévision française donne le top départ du rallye Paris-Dakar. Nous sommes en 1978, ce qui deviendra 44 ans après le Dakar.
L'une des courses les plus mythiques au monde partait de la place de la Concorde chaque année aux rives du lac Rose au Sénégal, en traversant tout le Sahel. Un grand événement. Moi, j'ai reçu ici Johnny Hallyday, ici à l'hôtel. Ah oui, une année, il avait participé au rallye. Et tant d'autres célébrités. Parce que voilà, tout le monde voulait participer à ce Paris-Dakar. Les concessionnaires, en fait, les marques comme Ford, comme Renault, tout ça, ces gens-là participaient. Ils finançaient des gens qui voulaient venir regarder ce Paris-Dakar-là. Tout comme Bokoum Diouf, Abdoulaziz, cet autre natif du village de Niag, ne boude pas sa nostalgie. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment, c'était vraiment... C'est de beaux souvenirs qui restent dans ce matin, là, vraiment. Je n'ai pas oublié, vraiment. Ici, on n'oublie pas. Le souvenir du Dakar reste toujours vivace dans la mémoire collective. Pour avoir vécu les débuts et suivi de près l'évolution du rallye, ces habitants de Niag étaient à 1000 lieues d'imaginer un jour que cette course allait s'arrêter. Et pourtant, en 2007, coup de théâtre, le Dakar est bloqué net à Lisbonne à la veille de son départ. Le Dakar 2008 ne partira pas. C'est le 4 janvier 2008. L'épreuve est annulée. Les organisateurs évoquent des raisons de sécurité au Sahel avec la présence d'AQMI. 16 ans après l'arrêt de la course, l'ombre du Dakar plane toujours sur le lac. Et ce mont, qui faisait office de podium, reste aujourd'hui le témoin silencieux de cet événement monumental. 2 semaines avant, tous les hôtels sont pleins. Il y avait les réservations. Donc, après le rallye aussi, il y avait des gens qui restaient quelques temps pour un peu découvrir le Sénégal. Donc, on peut dire 15 jours avant et 15 jours après le rallye, il y avait toujours la fête. Et là, vraiment, c'est des souvenirs vraiment qui étaient merveilleux. Actuellement, vraiment, ça fait un peu mal de se rappeler du Paris-Dakar parce qu'il nous manque beaucoup. Même la maternité qui est là au village, c'est le rallye Paris-Dakar qui nous a fait ça. La dernière année, ils nous ont aussi amené beaucoup de médicaments qu'ils ont laissés là-bas à la maternité. Les rives du lac Rose, tout comme ses environs, sont déserts. Ici, le faste habituel de l'arrivée du rallye a fait place nette à l'austérité d'un environnement où seul semble subsister ce mémorial dédié à Thierry Sabine, fondateur du rallye, décédé dans un accident d'hélicoptère en 1986. On peut dire ici au Lac Rose, c'était presque 40% de notre chiffre d'affaires, l'arrivée du Paris-Dakar. Les gens, le jour du départ, ils te payaient donc, pour l'arrivée prochaine. Ils te disaient que voilà, moi je bloque l'hôtel, je paye déjà. Donc vous voyez, ça c'est vraiment un événement dont le tourisme a besoin. Parmi ces secteurs qui tiraient leur épingle du jeu, il y avait l'artisanat, dont le marché était florissant. Vraiment, ça marchait beaucoup. Hein. On parvenait à vendre le jour du rallye plus que l'année, quoi. Moi, je vendais presque 700 000, 1 million. Je parle, ouais. Même le dernier rallye, je crois que le jour-là, j'ai vendu plus d'1 million, hein, parce qu'il y avait Sindiély Wade, le président du Ablaye, il m'avait commandé des t-shirts, il donnait ça aux gens du Paris-Dakar. On croyait quand même voilà, que le tourisme allait mourir au Lac Rose, tout ça, mais avec le temps, 2 ans après, voilà, on s'est remis et puis voilà, ça a compté. Mais c'était vraiment très difficile, très difficile. Vous imaginez 40% du chiffre d'affaires d'un seul coup, tac. Donc voilà, ça c'est... Et c'est dommage que c'est un événement comme le Paris-Dakar, il n'y en a plus au Sénégal. Aujourd'hui, même si le rallye garde toujours le nom de Dakar, sa destination a changé. L'Amérique du Sud entre 2009 et 2019. Et depuis 2020, c'est l'Arabie Saoudite qui hérite du relais et devrait, selon les dernières nouvelles, le garder jusqu'en 2025. L'Arabie Saoudite, ils ont payé pour que ce rallye-là puisse arriver en Arabie parce qu'ils savent, ils connaissent la manne financière qui est derrière. Donc pourquoi pas nous, qui sommes une destination naturelle du lac du Paris-Dakar. C'est demander aux autorités, à l'État, hein, le ministère du Tourisme, de faire bouger les choses donc, pour que ce rallye-là puisse revenir. Le tourisme en a besoin, le Lac Rose en a besoin, les Sénégalais en ont besoin. En attendant un éventuel retour du rallye, le Lac Rose se console de la portion congrue avec le rallye Africa Eco Race qui arrive le 14 janvier 2024. Il est initié par Hubert Auriol, triple vainqueur du Paris-Dakar. Ce raid suit les traces du Dakar, mais peine à décoller.
Charpentier à la découverte d'un métier qui exige dextérité, force physique et endurance. À Saint-Louis, sur la langue de Barbarie, de nombreux jeunes travaillent dans la confection de pirogues avec des marteaux de 4 à 5 kilos. Des pirogues pouvant coûter jusqu'à 9 millions et ce n'est pas toujours pour allier l'Europe par la mer. Il faut donc se lever très tôt pour ne rentrer que tard le soir afin de respecter les délais de livraison. Le reportage d'Abdouad. Il est 8 heures du matin. Papa et son équipe sont déjà à pied d'œuvre. Dans moins d'une semaine, ils doivent livrer cette pirogue à son propriétaire. Depuis 5 ans qu'il pratique ce métier, il a toujours honoré ses engagements, malgré des conditions de travail très difficiles. C'est un métier très difficile, pour lequel il faut absolument s'armer de courage pour faire ce genre de travail. Du matin jusqu'au soir, je ne fais que ça. Sur la langue de Barbarie, beaucoup de jeunes comme papa ont choisi d'être charpentiers de pirogues. Un travail qui demande du savoir-faire et surtout de gros efforts physiques. Pour réussir dans ce métier de charpentier, il faut avoir vraiment de la motivation, mais surtout être physiquement à point. On fixe des clous géants sur le bois et cela nécessite de la force physique. Ce métier est pour les jeunes. Construire cette pirogue de 22 mètres nécessite une quinzaine d'ouvriers et de longues journées de travail pour boucler la commande en 5 jours. Ici, à Saint-Louis, les charpentiers fabriquent des pirogues de cette dimension en 4 ou 5 jours. Mais ailleurs, cela peut durer plus de temps. Pour commander une pirogue de cette envergure, le client a déboursé plus de 8 millions de francs CFA. Le bois rouge est utilisé comme matériau de construction. Des planches de 8 mètres taillées sur mesure pour composer la structure de l'embarcation. Pour faire ce genre de charpente, on commence par la queue, c'est-à-dire la base de la structure. Après, on pose les planches latérales. Les artisans ont souvent du mal à se procurer le bois rouge casamancé, objet d'une stricte réglementation pour lutter contre la coupe abusive de cette précieuse matière première. Depuis l'interdiction de la coupe du bois, nos commandes ont baissé. Faute de matière première, on est souvent amené à retourner des commandes. Après les charpentiers, les peintres vont prendre le relais. Pour le choix de la décoration, certaines pirogues affichent déjà leur chaîne de télévision préférée. Cordonnier, migrant de retour, Cher Mbow retrouve le plaisir de confectionner des chaussures pour hommes et femmes. Vous allez le voir dans sa ville natale. Il se veut un exemple pour les jeunes candidats à l'immigration irrégulière. Et il a de quoi faire valoir son argumentaire avec des produits qui n'ont rien à envier à la concurrence. Claire Diop lui a servi de modèle. Regardez. Il est jeune et natif de la région de Kaolack. Les chaussures, une passion. Le métier est légué par plusieurs générations de sa famille. Aujourd'hui, il s'active dans le secteur et apporte des innovations majeures pour professionnaliser le métier. Le sang ne ment pas, dit l'adage. Dès le jeune âge, Cher Mbow a piqué le virus. La cordonnerie, un métier hérité de plusieurs générations de sa famille. Le cuir, il le manipule avec munitie et précision, ce qui lui permet de réaliser un travail de grande qualité. Toute ma famille est cordonnier. Je l'ai hérité de mes arrière-grands-parents. Mais je suis de ceux qui pensent qu'un métier, il faut d'abord l'apprendre et le maîtriser. C'est ce qui va te permettre de t'améliorer et d'aller de l'avant. Peu de temps après ses débuts à l'école, Cher Mbow abandonne les bancs et se consacre à la cordonnerie, sa passion. Cette passion, justement, il s'est donné du temps pour apprendre et maîtriser les rouages.
10 ans, quoi. Pendant plus de 10 ans, j'ai appris le métier de la cordonnerie. Après, j'ai commencé à travailler pour mon propre compte. J'ai fait plusieurs années de pratique avant de décider de partir à l'étranger. Ce voyage à la quête d'une meilleure vie fut long. Au loin, pendant 9 ans sans les siens, des difficultés l'ont poussé à revenir au pays. J'ai fait plus de 9 ans en Europe, plus précisément en Espagne et en Italie. Régulièrement, je faisais des va-et-vient là-bas. Il travaille aussi dans la cordonnerie. J'ai eu des problèmes de papier. C'était difficile. J'ai simplement décidé de rentrer au Sénégal. Le choix de rester travailler ici dans son Kaolack natal est vite fait. Il a ouvert un atelier au marché central. Cette vie semble plaire à Cheikh Mbaou. Aux jeunes qui veulent partir, il leur conseille de rester, d'apprendre un métier, seul gage de réussite. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je confectionne tout type de chaussures pour hommes et femmes. Les jeunes doivent se ressaisir et aller apprendre un métier. Maintenant, c'est devenu plus facile. Le métier est disponible. Il suffit juste de connaître le métier. Cheikh Mbaou fait de la cordonnerie pure. Il réalise tout type de chaussures et se dit artiste créatif, manuel, rigoureux et très méticuleux. Le cuir, il le manipule à sa guise. Dans son atelier, du matériel de haute technologie pour des réalisations millimétrées. La matière première utilisée vient d'Italie. Le cordonnier de fer, un plaidoyer pour un accès facile par l'installation d'usines de fabrique. Condition sine qua non pour stimuler la créativité et proposer des chaussures de qualité 100% made in Sénégal, accessibles à tous. Nous reparlons dans ce journal de l'opération des bébés siamois réalisée cette semaine à Albert-Royer. L'opération a duré 3 heures au bloc. 30 spécialistes, tous des Sénégalais, ont participé à cette aventure. Une grande réussite pour le corps médical. Retour sur une journée exceptionnelle avec Ramatadem. 2 jumelles siamoises unies au vrai sens du mot, nées en septembre 2022. Elles ont aujourd'hui 11 mois. Que de chemin parcouru. C'est dur de gérer des jumelles siamoises. Depuis l'année dernière, nous gérons la situation. Pour les soulever, les coucher, les porter pour aller en consultation, rien n'est simple. Même les laver est compliqué. Surtout qu'il arrive souvent que l'une dort quand l'autre est réveillée. Issues d'une 3e grossesse, ces jumelles se portent à merveille. Mais la famille a toujours souhaité les voir un jour séparées et vivantes. Pour cela, plusieurs tentatives ont été lancées pour les envoyer à l'étranger. Finalement, l'équipe locale, chirurgicale et anesthésique a proposé de les séparer gratuitement ici au Sénégal, à Albert-Royer. Là, elles ont beaucoup grandi. Donc, c'est encore plus compliqué de s'en occuper. La nuit, il faut veiller sur elles pour qu'elles ne se blessent pas. Puisqu'on n'a pas eu de solution pour aller à l'étranger, nous avons écouté Dr Abi, qui nous a convaincus de le faire ici au Sénégal. Le jour tant attendu est enfin arrivé. Il est 8h30. Les jumelles siamoises arrivent au bloc opératoire. L'équipe choisie pour procéder à la séparation des bébés est à pied d'œuvre. 10 anesthésistes se préparent à endormir les princesses du jour. Beaucoup de délicatesse et d'attention dans la démarche. Première étape réussie, les petites dorment. Place à l'opération. C'est parti, ces jumelles siamoises seront dans quelques instants séparées. Ouais, si vous voyez bien, vous voyez que on est un peu soulagé quand même. L'intervention s'est très bien déroulée. On a pu séparer les 2 sœurs siamoises. Elles étaient unies par un organe principal, c'est-à-dire le foie, et ensuite par le sternum, qui est l'os médian au niveau du thorax. Donc, a priori, l'intervention devrait se dérouler sans problème. Et quand
intervenus aussi, on s'est rendu compte que c'est effectivement ce que les radios avaient découvert qui existait et que ces deux siamoises étaient unies par le foie et par le sternum. L'intervention s'est donc bien déroulée. On a pu séparer les siamoises en 1h10. Sans compter bien sûr le temps de l'anesthésie qui était de 1h30, ce qui fait que l'intervention en elle-même a duré 3 heures de temps. C'est un énorme succès. Elles sont désormais séparées après une intervention chirurgicale d'1h30 effectuée par une équipe composée de 30 spécialistes, tous des Sénégalais. Une fierté. On était à peu près 6 chirurgiens et nous sommes tous des Sénégalais qui ont été formés ici jusqu'à ce qu'on fasse notre carrière universitaire et tout. Donc nous sommes tous Sénégalais. L'anesthésiste aussi également est sénégalais avec toute son équipe. Donc c'est une fierté d'appartenir à ce groupe. Et donc ça démontre un peu le niveau d'expertise de la chirurgie pédiatrique, en tout cas au Sénégal, mais également sur le volet anesthésique. Le travail ne s'arrête pas là. Ces fillettes de 11 mois seront sous surveillance pendant quelques jours afin qu'elles puissent retourner tranquillement à la maison. Ce sera la surveillance, donc sur 24 heures, sur 48 heures, 72 heures, et ce sera également une surveillance horaire. Donc il y aura quelqu'un qui sera là à côté, qui va veiller à la prise des médicaments, à la prescription post-opératoire, comme on a l'habitude de dire, la prescription post-opératoire, et puis la surveillance, parce qu'on va guetter quand même des complications qui peuvent survenir. Une matinée pleine d'émotions, de joie et de fierté pour ce corps médical qui a réussi sa mission. Après des mois de concertation, de discussion et de partage, ils récoltent ensemble les fruits du dur labeur. Nous avons également rencontré la maman et la grand-mère des jumelles 24 heures après l'opération. Soulagée et surtout heureuse de la bonne nouvelle, l'opération a bel et bien réussi. J'avais tellement peur. Je remercie tout le monde. Le jour de l'opération a été très compliqué pour moi. Tellement j'étais inquiète. Mais alhamdoulilah, Dieu merci. Nous rendons grâce à Dieu. C'était difficile pour nous de voir les jumelles aller en bloc. Heureusement, tout s'est bien passé. Elles sont séparées et bien vivantes. Les fillettes sont enfin libérées. Elles pourront ainsi, par la grâce de Dieu, avoir un avenir meilleur. Avec chacune son espace de vie. En attendant, pour que le réveil ne soit pas trop brutal, laissons-les récupérer ensemble, côte à côte, sur le même lit. 2 jours après l'intervention, les jumelles se portent bien et sont toujours sous surveillance. Elles font l'objet d'un suivi optimal par les services pédiatriques de l'hôpital Albert Royer. Justement, le professeur Ndeya Bindoy revient sur les péripéties de cette opération qui a connu un franc succès. Elle était l'invitée de l'édition de 13 heures. Sur le plan chirurgical, à chaque fois qu'on est confronté à ce type de chirurgie, on sollicite des collègues qui ne sont même pas dans la même structure que nous. Ça, c'est l'avantage qu'on a dans la spécialité. Donc, on a fait venir les experts sur le plan chirurgical de l'hôpital d'enfants Albert Royer, mais également un chirurgien pédiatre qui a une expertise, qui est le chef de service au niveau de l'hôpital Abbas Ndao. Et les autres chirurgiens sont ceux du même hôpital d'enfants Albert Royer. En 2018, c'était la première expérience au niveau de l'hôpital d'enfants Albert Royer. L'équipe était formée que de Sénégalais. La différence, c'est que avec la dernière intervention du mercredi dernier, cette équipe s'est élargie. Elle a gagné en expérience. On a pu réorganiser, choisir les bonnes personnes qui devaient intervenir au cours de l'intervention chirurgicale. Et on se dit que c'est vraiment la première expérience dans tous les domaines et dans toutes les étapes
qui a vraiment été bien menée, bien organisée et bien anticipée par l'équipe de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Actuellement, la prise en charge est toujours en cours en milieu hospitalier. Elles sont toujours au niveau de l'hôpital. C'est vrai que les complications immédiates qui peuvent survenir 48 à 72 heures après, on a pu les éviter, les anticiper actuellement. Mais la surveillance continue, puisqu'à chaque étape, il faut guetter un risque qui peut survenir. Est-ce que vous prévoyez dans les jours à venir de faire ces genres d'interventions encore ici au Sénégal? Oui, c'est l'objectif. C'est de pouvoir prendre en charge toutes les malformations qui se présentent à nous dans le futur. On gagne en expérience en faisant ce type d'intervention et l'expertise locale est là. Si c'est des formes qui sont séparables, parce que ce n'est pas toujours le cas, effectivement, l'équipe locale pourra s'en charger avec de meilleurs résultats. Est-ce qu'il y a des clients en attente, si l'on peut parler ainsi? Actuellement, il y a, aux dernières informations, des jumelles siamoises à Touba et on prévoit de les voir pour évaluer d'abord, voir la forme, le type, faire des explorations ou voir avec l'équipe une discussion pour voir si elles sont réellement séparables. Coupe du monde de football féminin, l'Angleterre se qualifie en demi-finale. Les Anglaises ont sorti les Colombiennes ce samedi à Sydney, score 2-1. En demi-finale, l'Angleterre va défier l'Australie, l'un des co-organisateurs de ce mondial. La Colombie, elle, voit son rêve d'intégrer le carré d'as, s'envoler pour de bon. Ibrahim Amouba. Pour leur premier quart de finale en Coupe du Monde, des cafés-terrasses pleines d'envie, chantant leur hymne national à plein poumon, avec beaucoup de fierté. Sur la pelouse, la maîtrise est anglaise. En première mi-temps, les Three Lionesses ont eu la possession et plus d'occasions, mais elles ont été surprises à la 44e minute par Leslie Santos, avec ce but venu d'ailleurs. On vous avait dit qu'elle n'est pas sur liste dans Caicedo. Il y a également l'expérience et le talent, le génie de Leslie Santos. Un lob astucieux, véritable chef-d'œuvre. Le lob incapable de... Dans le temps additionnel, la gardienne colombienne Catalina Pérez se loupe sur un ballon a priori facile, permettant à Lauren Hemp d'égaliser pour l'Angleterre. Petite cause, grands effets. C'est de la précipitation, c'est de la maladresse, c'est tout. Après l'heure de jeu, une mauvaise anticipation de Daniela Arias met en pole position Rousseau qui double la mise. Elle croise son tir à merveille. L'Angleterre mène par 2-1. Dans la foulée, Pérez quitte ses coéquipières après une blessure. Les cafés-terrasses ne se découragent pas pour autant et s'offrent des opportunités. Des tentatives mises en échec par Mary et sa défense. Le score ne bougera pas jusqu'à la fin du match. L'Angleterre est en demi-finale de la Coupe du Monde. Victoire pour les Anglaises qui se qualifient pour la demi-finale comme il y a 4 ans en France où elles avaient terminé 4e. L'affaire fait grand bruit. Depuis quelques jours, la CAF annonce l'ouverture d'une enquête à l'encontre de Samuel Eto'o. La Confédération africaine de football a reçu des demandes écrites venant de plusieurs parties du football camerounais pour l'examen et l'enquête de certains comportements inappropriés présumés de Samuel Eto'o. Le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football apporte tout son soutien à son actuel président. C'est la fin de cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 23h pour un autre journal.
retour du prix Qatar, Arc de Triomphe avec la Lonase, jusqu'au 31 août 2023. Misez au minimum 5 000 francs CFA au PMU.